Donc j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jean-Paul Michon. On se connaît depuis la fin des années 80. Je t'ai envoyé tout à l'heure le projet. Tu étais venu à Montluçon, par exemple. Et puis on travaillait ensemble parce que moi j'étais l'éditeur du traité de l'or dans le monde et de Vauquelin, donc j'étais diffuseur des produits de Saint-Michel Édition. Voilà, Saint-Michel Édition, qui eux-mêmes nous achetaient les produits. Oui, ça, il y avait un échange. Voilà. Oui, alors c'est ça, on achetait des éphémérides, on échangeait ça contre des traités d'or dans le monde, des choses comme ça. Tu peux peut-être commencer par là, c'est peut-être un peu anecdotique, mais comment est-ce que tu es parti de France et comment ça s'est développé depuis presque 20 ans là, je ne sais pas en quelle année tu es parti expatrié. Je suis venu une première fois en 1987. Il y avait un congrès d'ailleurs à Montréal en 87, je pense. Peut-être que tu n'as peut-être pas connu. Moi j'ai fréquenté tout de suite pratiquement les milieux astrologiques depuis 1987. Donc, quand on se connaissait, tu t'es déjà. J'avais déjà. Tu faisais déjà des ventes là-bas aussi, oui. Tu veux dire au Québec? Oui. Oui. C'est-à-dire que j'ai vécu une première phase de 2 années au Québec. C'est là que j'ai rencontré tout le milieu astrologique. C'est tellement effervescent à l'époque avec la CAF. Et il y avait plein de gens extraordinaires de l'Association canadienne des astrologues. Oui, c'était eux qui l'avaient invité. Voilà, c'est ça. Enfin, effectivement, maintenant, oui, c'est ça. Voilà. Elle a un petit peu disparu. Donc, c'est à l'époque où j'ai rencontré plein de monde. Et la première fois que je suis venu au Québec, c'était en septembre 1986. Et c'est là, justement, que j'avais rencontré un astrologue pour lui présenter les fameuses calculatrices de Auréas, les fameuses astro-coquettes. Oui. Et donc j'avais rencontré plusieurs astrologues à Montréal, dont un astrologue, Lionel Chailly, qui était sur la rue Saint-Hubert, la même rue qu'ici, mais beaucoup plus au nord. On va le voir demain. Lionel? Oui. Ah, c'est génial, j'ai pas vu. Il va même venir aujourd'hui. Ah, c'est complètement génial. Lionel Chailly. Il va venir tout à l'heure. Bon, bah tu vois, c'est super. Je parle de lui dans mon livre. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je trouvais qu'il était assez ingénieux, ce Chailly. Assez original, oui. Il avait développé à l'époque, parce qu'au Québec, on ne connaissait pas son heure de naissance. Donc il avait développé des techniques pour rechercher l'heure de naissance qui consistaient à observer les mains avec la chiromancie. Oui. Voilà. Et donc, quand je l'ai rencontré la première fois, il me dit « Ah, tu es astrologue, c'est quoi ton signe, c'est quoi ton ascendant ?» Je lui dis « Je suis Gémeaux, ascendant Bélier. » Ah, il me dit « Non, tu n'es pas ascendant Bélier. » Il me dit comme ça. Il me dit « Avec les mains que tu as, tu es ascendant Poisson. » Et donc, moi, ça m'avait tout de suite plu son intervention, même si je connaissais mon heure de naissance avec précision, parce que je me sentais ascendant Poisson. La différence entre un ascendant Poisson et un ascendant Bélier, elle est évidente. Il y en a un qui a de la compassion, il y en a un autre qui en a pas. Et donc, ça m'avait tellement plu, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui m'a perçu tel que je suis. Parce que dans le monde astrologique, un ascendant Bélier avec Soleil conjoint Mars que je peux avoir dans ma carte du ciel, c'est quelqu'un d'infernal, d'intenable, etc. Donc tout l'aspect négatif de l'ascendant Bélier m'était envoyé en pleine face par le milieu astrologique. Et là, enfin, j'avais quelqu'un qui me disait, tu dois être quelqu'un qui est plein de compassion, qui est à l'écoute du monde, etc. Ah, merci. Et donc ça m'a plu. À tel point que quand je suis rentré chez moi, la première chose que j'ai fait sur le logiciel d'Auréas, que j'avais à l'époque déjà, j'avais basculé l'onglet non, je n'avais pas basculé l'onglet à cette époque-là, j'ai juste changé mon heure pour arriver ascendant Poisson. Oui. Donc tu as fait une manipulation. J'ai changé mon heure de naissance pour arriver ascendant Poisson. Et, oui, et ça pesait combien à peu près? Il y avait 2 heures de différence. Parce qu'il y a des ascendants rapides. Oui, je ne me souviens plus exactement. Mais parce que je suis devenu ascendant Poisson comme ça du jour au lendemain. Jusqu'au jour où, en consultation, j'ai rencontré un Français qui connaissait son heure de naissance avec précision, qui était ascendant Bélier comme moi. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de compassion, qui est à l'écoute du monde, etc. Il m'a dit oui, c'est tout à fait moi. Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème avec les ascendants Bélier. Et j'ai compris que, en fait, le sidéral avait un effet très important. Oui. Donc, ce que j'ai fait, j'ai basculé avec le logiciel de la NAMSA. J'ai basculé, grâce au logiciel de Francis Anthony, Auréas, l'onglet sur le sidéral. Et je me suis retrouvé ascendant Poisson. Tu vois,
Absolument. Voilà. Alors, donc, le tropical n'existait plus. À ce moment-là, j'ai travaillé uniquement en sidéral. Et j'ai eu beaucoup de résultats avec les clients avec qui je travaillais. Mais je continuais comme ça. Jusqu'à un moment donné, justement, en 89, je suis redescendu en France. Je suis revenu en France. Et je suis revenu dans un milieu astrologique où le sidéral n'existait pas. Il ne fallait même pas en parler. Donc, je repris un petit peu mes habitudes de travailler en tropical en mettant de côté mon sidéral pour pas heurter le monde. Parce que les gens n'aiment pas ça trop. crée, pour quelqu'un qui vend des éphémérides, en plus, ça fait un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, mon mental a continué à travailler. Et je me suis dit, mais en tant qu'ascendant bélier, c'est le maître de ma carte, c'est Mars. Et en tant qu'ascendant poisson, c'est Neptune. Et donc, ça continue à enregistrer. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est Neptune. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, comment ça se fait que dans un corps, comme ascendant bélier, c'est Mars qui gouverne ma carte, et comment ça se fait que, comme ascendant poisson, c'est Neptune? La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces deux planètes qui gouvernent mon thème? Et là, j'ai commencé à comprendre que les planètes avaient des interactions ensemble. Oui, je crois que je commence à comprendre. Voilà. Je me suis dit, Neptune et Mars, ils roulent dans la carte. De temps en temps, ils sont conjoints. De temps en temps, ils sont opposés. De temps en temps, ils sont au carré. Et ils font toutes sortes d'aspects. Et je me suis dit, moi qui me sentais ascendant poisson dans certaines circonstances, et peut-être ascendant bélier dans d'autres, est-ce que les deux maîtres n'avaient pas un rôle à jouer? Et donc, ça a pris du temps, si tu veux, pour que je réfléchisse à tout ça. Mais j'en suis arrivé à découvrir que les deux maîtres de la carte, qui sidérale et tropicale, avaient, comment dirais-je, un impact. Donc, là encore, grâce au logiciel de Francis Antoni, Auréas, où on avait des fichiers astrologiques importants, je me suis mis à me dire, je vais chercher dans toutes mes cartes du ciel des ascendants béliers qui ont par exemple Neptune et Mars conjoints. Parce que si le sidéral a un effet, on doit voir dans certaines cartes si la conjonction Mars-Neptune, qui peut s'orienter dans une carte, soit vers le milieu du ciel, soit vers un ange, etc., peut nous donner des indications sur l'impact que ça peut avoir dans la vie. Et là, j'ai découvert plein de choses. C'est-à-dire que grâce aux fichiers statistiques qui sont justement disponibles avec les logiciels, j'ai découvert que des gens comme Walt Disney, comme tout un tas de personnes célèbres avaient des maîtres. Walt Disney, c'est des significatifs. Les deux gouverneurs de son thème, les deux gouverneurs, sidéral et tropical, sont tous les deux dans la maison 5. Donc il y avait une espèce de déblocage de clés là, tu vois, qui se passait. Barack Obama, par exemple, qui est notre client favori en ce moment, a les deux maîtres de sa carte, sidéral et tropical, dans la maison 12. Donc c'est un gars qui, sa démarche fondamentale, c'est la compassion. Donc les recherches, les premières recherches que j'ai faites, si tu veux, m'ont permis de comprendre qu'on avait quelque chose d'important grâce aux deux maîtres, tu vois. Et donc le sidéral et le tropical avaient chacun leur rôle à jouer quelque part. Oui, ben moi je trouve ça tout à fait intéressant. La recherche en elle-même me paraît tout à fait valable. Ouais. Effectivement, moi-même j'ai eu un certain nombre d'expériences de ce genre à ma façon. Je peux en parler comme ça pour illustrer un petit peu la discussion. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai remarqué certains phénomènes qui revenaient à certaines époques, et je ne trouvais pas l'explication astrologique. Et alors je tâtonnais, je disais oui, c'est peut-être parce que Saturne à ce moment-là était proche de 0 Cancer, de 0 Capricorne, enfin des axes solsticiaux et équinoctiaux. Et puis finalement, je me suis dit, bon, les axes solsticiaux, c'est pas très concret. C'est-à-dire que c'est mathématique, mais je veux dire, astronomiquement, c'est pas un phénomène qu'on peut voir. Et finalement, je suis allé progressivement vers l'idée de travailler plutôt sur les étoiles fixes correspondantes. C'est-à-dire les 4 étoiles fixes royales, c'est-à-dire qui correspondaient à une certaine époque, c'est-à-dire Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalo. Et donc, j'ai commencé à dire que les événements que j'étudiais n'étaient pas liés au passage de Saturne sur les axes équinoctiaux solsticiaux, mais
parce qu'ils étaient dans l'alignement et en conjonction avec les étoiles. C'est une chose plus concrète. Parce que le problème de l'astrologie, effectivement, c'est qu'elle a tendance à devenir de plus en plus abstraite. Les axes des nœuds, c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le visualiser. Les planètes saturniennes, on ne peut pas non plus les visualiser. Enfin, il y a une dévisualisation de l'astrologie, mais ça c'est au niveau théorique, effectivement, qu'on peut proposer. Alors toi tu travailles sur la théorie des domiciles traditionnels en fait. Voilà. Et ce qui se passait, c'est que ma démarche, moi c'était une démarche continuelle de recherche, de questionnement, etc. Et là je me suis posé des questions par exemple sur les aspects. Parce que dans ce système, par exemple avec le double zodiaque, on se rend compte que toutes les planètes ne sont pas en permanence aspectées par des carrés, des oppositions, des trigones, etc. Et donc j'ai eu l'idée de rechercher de mieux comprendre les aspects. Et j'ai découvert un livre qui s'appelle le livre de Bill Tierney, un américain, la dynamique des aspects de recherche, la dynamique des aspects planétaires. Et grâce à des théories qui étaient là, j'ai pu commencer à me poser des hypothèses sur les aspects, faire en sorte de mieux comprendre. Et là encore, Auréas et Francis Anthony est venu à mon aide. Il a, à ma demande, rajouté dans le logiciel la possibilité de venir programmer tes propres aspects. C'est-à-dire que les orbes, les orbes, les aspects, c'est-à-dire que quand on regarde par exemple des aspects mineurs, dans son logiciel, au départ, il n'y avait pas tous les aspects mineurs, et dans le livre de Bill Tierney, on émettait plein d'hypothèses. Et moi, je voulais pouvoir les visualiser à l'écran, mais en même temps faire des recherches statistiques sur les orbes et j'ai fait tout ce travail-là pendant, ça a duré plusieurs années, ça m'a permis de comprendre. C'est pour ça que mon livre s'appelle Les 12 clés du zodiaque, parce que les clés, en fin de compte, c'est l'hyper astrologique qui fonctionne avec des aspects. D'ailleurs, la théorie des aspects a complètement explosé dans ma tête par rapport à la recherche que j'ai faite. Alors, effectivement, alors finalement, ces paires, parce que je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Jean-Pierre Delbillard, il a appelé ça je sais pas comment il appelle ça d'ailleurs. Il fait aussi des paires comme ça. Alors, quelles sont les paires que tu as? Ben moi, les paires, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'ascendant Bélier et Mars, qui en sidéral est placé. Ah, c'est ça, c'est ces paires-là. C'est ces paires-là, c'est la planète qui gère le zodiaque, et la planète qui gère le sidéral, et on la retrouve pour chaque maison. C'est pour ça que je parle des 12 clés du double zodiaque. C'est 12 paires de planètes qui gouvernent chaque maison. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé aussi sur la notion d'ordre. C'est parce que dans l'astrologie traditionnelle, on parle des ordres de 6 à 8 degrés. Oui. Et ce qui fait que si on met des ordres de 6 à 8 degrés dans les cartes du ciel, en allant chercher non pas 6 ou 8 aspects, mais plutôt 22 aspects avec tous les aspects mineurs, si on prend des ordres trop larges, ça marche plus. Je donnais un tout petit exemple. Il y avait Dorothée de Bismont, que tu dois connaître, qui a écrit un livre d'ailleurs où elle parlait un petit peu de sidéral, mais a parlé des aspects mineurs. Et elle parlait par exemple du quinconce. Tu vois, dans son livre. Elle écrit noir sur blanc, elle dit le quinconce est un aspect maléfique. Pourquoi c'est un aspect maléfique? Parce qu'il y en a dans les cartes du ciel d'Hitler. C'est une approche un peu hasardeuse. Et où ça a commencé à m'inquiéter, c'est que le quinconce en question avait un aspect de 6 degrés. Hein, et en fait, le quinconce, c'était un biquintile, c'est un aspect de 144 degrés. Et alors, le biquintile, si tu veux, n'a pas du tout la même signification. Et cette façon de mettre, d'appeler, de donner une valeur à un aspect entre ce que quelqu'un a dans sa carte, qu'il soit maléfique ou pas, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne suit pas. Donc, moi, j'ai vécu une expérience assez intéressante, c'est qu'un jour, je suis au salon de Bonaventure à Montréal, et juste à l'heure de la fermeture, il y a un gars qui vient me voir en me disant j'ai rencontré quelqu'un, puis il faut que je donne une réponse tout de suite, est-ce que vous pouvez me donner, analyser ma carte et me donner une réponse? Et le fait que j'avais mis des orbes extrêmement serrés dans la carte du ciel, quand j'ai monté sa carte du ciel, il y avait un seul orbe. C'était un aspect de 150 degrés. Et dans un seul aspect finalement. Un seul aspect. Il y avait des petites affaires, mais c'était surtout ça qui l'aspect qui ressortait, c'était le seul qui était parti, qui était exact. Voilà, c'est ça.
Et dans sa carte, le gars me dit, on me propose de travailler bénévolement et je serai payé un petit peu au rendement, etc. Il n'y avait pas de salaire fixe, etc. Et l'aspect qu'il y avait dans sa carte, c'était un Mars, Pluton en quinconce, et le 150 degrés, dans ma théorie que j'explique dans le livre, c'est un aspect qui relie la maison 1 et la maison 8 et la maison 6, c'est-à-dire servir en sachant que l'argent arrivera sous forme de don. Tu vois. Donc pour moi, le 150 degrés, c'est vraiment un aspect de service. Ça correspondait à sa situation. Et ça correspondait à sa situation. Le fait d'avoir mis des œuvres serrées m'a permis d'avoir une réponse immédiate dans la carte du ciel. Alors, si j'avais mis des œuvres larges sur l'ensemble des aspects des planètes, j'aurais peut-être cherché pendant 3 jours, peut-être sans jamais trouver l'aspect, tu vois. Et là, pour aller jusqu'au bout, si tu veux, je me suis rendu compte que pour travailler avec les aspects lunaires, il faut serrer les œuvres de toutes les planètes, et d'un seul coup, on a les aspects importants qui ressortent avec des significations très fortes. Tu n'es pas intéressé au mi-point, par contre? Bien sûr que je me suis intéressé, et ça ressort de temps en temps dans mon affaire, mais ça reste un petit peu en marge quand même. C'est vrai que quand tu observes les aspects, les mi-points ressortent. Oui. Mais, enfin, l'aspect le plus évident, c'est quand même la construction. C'est celui qui est le plus immédiatement perceptible. Oui, bien sûr. C'est la lunaison, c'est quand même l'aspect royal. C'est ça. Alors, en travaillant sur les aspects, j'ai, comment dirais-je, décomposé les aspects en 5 catégories. Alors, il y a nos aspects majeurs qu'on a l'habitude de connaître, la conjonction, le carré, le sextile, etc. Et alors, moi, ce que j'appelle, c'est la division des aspects qui divisent le zodiaque en 30 degrés. On retrouve donc la conjonction de 30, 60, 90, 120, 150 et 180. Le demi-sextile et le plein. Voilà. Donc ces aspects, je les ai appelés des aspects énergétiques, c'est-à-dire que c'est des aspects qui mettent des planètes en phase de signe à signe. Tu vois. Et après, donc j'ai appelé une deuxième catégorie d'aspects. Une deuxième catégorie d'aspects, c'est les multiples. Les multiples. Donc si tu planètes à 10 degrés du Gémeaux et à 10 degrés, si tu veux, du Cancer. 72 degrés, ça n'est pas en fonction de 30, c'est pas des multiples de 30 degrés. Donc, mais par contre, on les obtient en les divisant par 5, par exemple. Oui, ça c'est ça. Alors, je continue maintenant. J'ai donc développé la catégorie des aspects énergétiques et j'ai donc développé les aspects, ce que j'appelle les aspects de blocage. Tu prends par exemple un aspect de 45 degrés, c'est un aspect de 30 plus 15. C'est-à-dire que c'est un aspect qui touche deux signes, mais plus la moitié d'un. Donc tu t'aperçois qu'il est comme en porte-à-faux avec deux aspects. Et on retrouve ce phénomène-là avec le 135, le sextile carré qui est un 120 plus 15. Et alors, j'ai poussé la théorie un petit peu plus loin en faisant du 15, du 45, du 75, du 105, 135 et le 165. Oui, mais en les observant, je me suis rendu compte qu'il y en a d'autres qui les avaient utilisés, comme le gars qui a écrit un livre sur Chiron. Comment il s'appelle déjà? J'ai mangé son nom du coup. Stein, c'est ça. Et il en parle de ce livre, de cet aspect-là. Et on comprend bien que quand on réfléchit à ça, que si on prend la planète, par exemple, si on la situe à l'ascendant, et puis que ça fait 45 degrés, ça vient toucher la maison bleue. Donc on découvre que le 45 degrés, ça peut être un aspect de blocage qui peut toucher l'aspect financier. Et quand on bascule vers le haut, il touche le milieu de la maison 11. Et on découvre que d'un seul coup, quand on n'a pas d'amis, on n'a pas d'argent. Et si tu as besoin d'argent, tu ne peux pas les taper à l'époque parce que tu n'as pas d'amis. Quand tu as des amis, tu as besoin d'argent, tu peux aller en chercher. Tu vois, et alors, on découvre avec les aspects de blocage que cette théorie-là marche pour toutes les maisons. Tu vois, par exemple, le 15 degrés, ça touche la maison 1, mais ça touche la maison 12. Blocage physique, problème de santé avec la maison 12, hospitalisation, les handicapés physiques, etc. Le 75 degrés touche la maison 3. Tu vois, la maison 3. Oui, enfin, pour les gens qui s'intéressent à cet aspect, c'est passionnant. Mais non, continue. Ça, tu vois, par exemple, la maison 3, c'est 60 plus 15, ça fait 75 degrés. Mais ça va toucher la maison 10. Donc, quelqu'un qui, si tu veux, a des communications négatives, la médisance, des affaires comme ça lui revient dans la face au niveau de la carrière.
Ah oui, non mais c'est vraiment. Alors tu as les mêmes phénomènes qui se passent au niveau de la maison 4, de la maison 1, la maison 5, la maison 8, et la maison 6 et la maison 7. Alors c'est ce que j'appelle les aspects de blocage. Alors c'est complètement passionnant à utiliser quand tu ça enrichit l'interprétation. Oui, c'est ça. Alors ça fait deux catégories, j'en ai 5. Alors l'autre catégorie, c'est ce que j'appelle la théorie, la catégorie des aspects de talent. Les aspects de talent, c'est la fameuse division par 5, 72 degrés, la créativité. Alors 2,75, donc moi je me suis arrangé pour que ça tombe dans toutes les maisons. Alors on a le 18, le 36, 72, 108, 144 et 162. Tu vois, alors, ça touche toutes les maisons. Et donc dans mon livre, je récapitule maison par maison tous les aspects de talent. Les aspects permettent de mieux comprendre l'articulation des maisons en fait. Voilà, En dehors de couvre-feu. et des paires astrologiques. C'est-à-dire que tu peux très bien dans une carte du ciel, par exemple, avoir une maison qui est gérée par deux planètes qui sont gouvernées par des aspects de blocage, des aspects énergétiques, des aspects de talent, etc. Alors ça devient intéressant à observer. Voilà. Alors j'ai après une autre catégorie qui touche les novices. Tu vois, c'est la division par 9, 4, 9, 36. Et donc là, on retombe encore sur les aspects d'enseignement, de recherche, etc. Et la catégorie la plus intéressante, c'est les septiles, la division par 7. Parce que le 7, c'est le chiffre en numérologie spirituelle par excellence. La division par 7, on tombe sur un aspect de 51 degrés. On a 77, on a le 103, etc. Et là encore, on découvre, si tu veux, quand on se familiarise avec les aspects, on découvre quelque chose de complètement génial. C'est que dans une carte du ciel, on peut avoir des aspects de blocage qui nous empêchent de faire quelque chose. L'exemple que je donne souvent, si j'étais Léonard de Vinci dans une vie antérieure et que je me réincarnais dans cette vie-là, j'aurais peut-être pas le goût, si tu veux, d'avoir des talents en peinture, etc. Ou j'aurais peut-être le goût de faire autre chose, je sais pas. C'est un exemple que je donne comme ça. Et peut-être que à ce moment-là, je vais vouloir naître avec des aspects de blocage. Tu vois? Oui, tu parles dans le blocage, c'est karmique ça. C'est karmique, c'est ça. Donc ces aspects de blocage peuvent être des aspects qui font qu'on n'a pas le goût on veut développer telle affaire, et on a un 105 degrés par exemple qui fait qu'on ne s'intéresse pas à la famille. Et ben moi dans la vie je veux voyager, puis la famille j'en ai. Ça permet de mieux se programmer. Voilà, c'est ça. Alors les aspects de blocage, les aspects énergétiques, c'est des aspects qui nous donnent de l'énergie pour travailler quelque chose. Les aspects de talent sont issus, qui nous permettront d'aller directement, d'avoir directement les compétences sur faire quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est bon, les aspects ne vivent pas dessus, mais ce qui est intéressant, c'est les septiles, qui sont ce que j'appelle les aspects de mission. Le chiffre, le 7 étant un chiffre spirituel, j'ai appelé aspect de mission. Alors on découvre qu'on a 5 niveaux. Moi je les représente par un triangle, les aspects de mission étant en haut, les aspects de blocage étant en bas. Et quand j'interprète et quand je regarde une carte du ciel, pour moi, je commence toujours par chercher où sont les aspects de mission. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un aspect de mission dans sa carte, c'est quelqu'un qui va être amené à devoir faire quelque chose sur Terre. Souvent les gens disent qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? C'est quoi ma mission sur Terre? Eh bien, les aspects de mission me permettent de voir où est-ce que c'est quoi le travail que la personne a à faire. Alors, ça c'est quelque chose, excuse-moi, que j'ai expérimenté évidemment dans la pratique des consultations. Au fur et à mesure que j'imaginais quelque chose, je trouvais des réponses pour moi-même. Je me suis fait une implication, c'est vraiment du essai et erreur permanent. L'exemple le plus typique qui m'est arrivé, parce que je vivais ça dans les consultations. Je vois par exemple un jour en consultation avec un mémoire qui était mécanicien automobile, qui me dit je vois dans sa carte du ciel qu'il avait des talents pour écrire, des fameux aspects de talent. Je pose la question, est-ce que tu as des talents pour écrire? Le gars il me dit non, excuse-moi, j'ai pas de talent pour écrire. Et là, si tu veux, je me suis dit, est-ce que ce que j'ai observé j'en fais une mauvaise interprétation ou quoi que ce soit. Donc j'ai continué de faire ma consultation jusqu'au moment donné où j'ai eu l'étincelle pour lui poser la question,
Quand tu te promènes à l'automne dans les bois, les petits bois, les feuilles tombées, les feuilles des arbres à l'automne sont de petites fleurs, et c'est très inspirant pour écrire. Ah ben il me dit, je t'ai écrit 100 pages là-dessus, il n'y a rien là. C'est-à-dire que Le Gorok avait un aspect d'écriture, de talent pour écrire, mais pour lui, il est né avec. Donc pour lui, c'est pas un talent. Tu vois. Alors là, j'ai compris qu'en fait, on pouvait avoir des talents, mais qu'on n'en était pas conscient. On vivait avec un potentiel extraordinaire et on n'en était pas conscient. Et là, le gars qui avait une capacité d'écriture extraordinaire, c'est extrêmement intéressant de lui dire tu as un travail à faire au niveau d'écriture, maintenant dans le domaine des communications. Tu vois l'intérêt de découvrir ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu as choisi de voir le développement interne de l'astrologie par opposition à d'autres astrologues qui, eux, s'intéressent plutôt aux nouvelles planètes, aux astéroïdes, etc. Ouais. C'est d'autres façons C'est des champs d'enrichir. de recherche. Oui, Voilà, c'est ça. Chacun fait son travail dans son Voilà, coin. toi, tu préfères extrapoler à partir d'un certain nombre de notions qui sont déjà là, plutôt que. Mais peut-être que toi, tu es aussi tenté par les nouvelles planètes, etc. Oui, mais je pourrais t'en parler parce que j'ai abordé le sujet. Mais il y a des gens qui peuvent préférer cette voie que l'autre. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, de connaître très tôt Francis Santoni. Oui. Francis Santoni a développé sa compagnie Aureas et il a mis ses logiciels à ma disposition. Avec les données. Avec les données, avec mes besoins. Chaque fois, Avec les modulations que tu veux faire. chaque fois j'avais des besoins pour des recherches, des faut aller dans son sens. Le double zodiaque, je me souviens, j'étais chez lui à Paris à un moment donné, je dis j'ai besoin du double zodiaque. Ça lui a pris 10 minutes pour le programmer. Il m'a mis les deux roues qu'on voit sur le livre, là, l'une par-dessus l'autre. Comme ça. Parce que c'est vrai que sur le livre, tu es plus concret sur le dessin, là. Oui. Tu illustrais un peu ton Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Francis Santoni, à l'époque on m'a dit juste un zodiaque, et donc en quelques minutes, il m'a programmé sur l'ordinateur la double roue. Il avait tellement de talent pour la programmation que ça a été un jeu d'enfant à mettre en place. Et je citerai un autre exemple, c'est que au niveau des Ayanamsa, on ne disposait à l'époque que des Ayanamsa officiels, Chagan, Deluche, etc. Et lui, il avait mis ces Ayanamsa dans son ordinateur, mais c'est des Ayanamsa qui avaient été découverts ou observés par des non-astrologues. Oui. Tu vois. Moi, je me suis dit, si on fait de l'astrologie sidérale, si on observe avec l'astrologie sidérale, on devrait être capable de découvrir son propre Ayanamsa. Ah, Tu vois. c'est-à-dire. Eh bien, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'Ayanamsa de Chagan qui a été découvert avec des recherches météorologiques, pourquoi pas utiliser un Ayanamsa qui serait observé avec des transits. Tu as trouvé un Ayanamsa qui est légèrement différent. Voilà, de ceux j'en parle dans le livre. Oui, Donc j'ai appelé Francis, j'ai dit Francis, je veux pouvoir entrer mes propres valeurs d'Ayanamsa pour mes propres recherches. Et donc Francis a mis à ma disposition. Donc dans le logiciel d'Aureas, on a la possibilité de rentrer son propre Ayanamsa. Oui, on peut moduler aussi ça. Voilà. On peut moduler les aspects. On peut modifier les absats, on peut moduler la dimension des constellations aussi. En tout cas, c'est d'une souplesse extraordinaire. Donc, tu me posais la question, toi, comment j'ai travaillé dans cette direction-là. Oui, oui. Eh bien, c'est grâce au logiciel de Francis. D'accord. Bon. Parce que c'était un outil extraordinaire qui permettait en consultation d'avoir instantanément de réponse, instantanément des logiciels. Moi, comme en tant qu'intendant de poisson sidéral, je suis quelqu'un qui a beaucoup de compassion vers le monde, et mon but c'est de les aider. Donc pour moi, l'astrologie a été d'abord un outil pour moi, pour me comprendre, pour m'aider, pour mieux comprendre qu'est-ce que je fais sur Terre. Et je me suis dit, c'est un outil extraordinaire pour aider les autres. Oui. C'est comme ça que ma première vocation à moi, c'est de faire des consultations. Mais comme j'ai un esprit curieux et sceptique, Tu ne te contentes pas de t'appliquer je ne me contente pas ce qui est déjà là. Ce qui est déjà là, parce que je reste un individu avec un esprit scientifique et extrêmement sceptique. Par contre, pour moi, la pratique en consultation et d'avoir des réponses, des gens qui me disent vous
choses sur la voie, etc. C'est d'ailleurs une de mes clientes qui avait suivi des cours dans une école d'astrologie très connue au Québec, qui m'a dit: je ne me reconnais pas dans ma carte du ciel avec votre pratique, avec ce que vous avez développé. C'est tout à fait moi, ça correspond, vous êtes en plein en mille. Pourquoi n'écriveriez pas un livre sur ce que vous avez découvert? C'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Je n'ai pas la vocation d'être un auteur, mais ça me paraissait nécessaire. Après, je me disais, vous ne pouvez pas mourir sans avoir mis noir sur blanc sur les recherches que vous avez faites. Et depuis, je suis installé à Québec en ce moment, et je récupère tous les élèves des écoles d'astrologie qui ont étudié l'astrologie et qui ne se reconnaissent pas, justement parce que j'utilise le deuxième zodiaque qui permet de bien les comprendre. Et je voudrais te poser une question un peu insidieuse. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi il y a des gens, apparemment il y a des gens qui sont moins manipulables que d'autres, en fait. Parce qu'il y a tellement de gens qui acceptent de se connaître dans l'astrologie normale. Mais je l'utilise, l'astrologie normale. Non, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'eux ils se reconnaissent et pourquoi d'autres disent: ah ben non, finalement, parce que c'est souvent on a l'impression que le client il n'a pas une capacité de critique très développée. Ouais, absolument. Il accepte ce qu'on lui demande. Alors là, donc il y a peut-être une catégorie de clients qui. Je n'ai pas rejeté le zodiaque. Non, mais c'était insuffisant. C'est ce que je dis souvent, une partie de l'être humain qu'on décrit seulement. Je parle de l'être et du paraître. Oui. Donc les gens, ils ne disent pas, ils montrent quelque chose. Ben non, parce qu'ils n'en sont pas conscients. Voilà. C'est justement les gens qui ont étudié l'astrologie, comme les astrologues par exemple, qui vont dire: votre méthode permet d'aller plus loin. Oui. Tu vois, parce que ce serait plutôt une astrologie pour les astrologues, en fait, pour les gens qui sont déjà non, fermes. non, Parce que le commun des mortels, finalement, et la clientèle de base des astrologues, au fond, ils se satisfont de ce qu'on leur donne. Bien sûr, sauf qu'on n'a pas la possibilité d'aller plus loin. Parce que moi, ce que j'explique dans mon livre, c'est que pour moi, le tropical, c'est l'aspect paraître, et le sidéral, c'est l'aspect être. C'est-à-dire que pour aller plus loin, bon, on va revenir là-dessus, mais effectivement, il y a des gens qui, si on fait un peu une approche sociologique de la façon dont les astrologues aujourd'hui fonctionnent, ça les excite par exemple beaucoup de mettre une nouvelle planète dans leur thème, de voir ce que ça donne. C'est un petit peu à la mode, ça. Ou alors, ils vont s'intéresser à l'axe des nœuds lunaires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de. C'est vrai que les gens aiment bien, quelque part, se renouveler un petit peu l'approche de eux-mêmes. Ils sont friands, effectivement, de nouveautés qui leur permettent de s'explorer, de façon renouvelée. Donc toi, tu proposes un autre mode d'exploration de soi par un renouvellement des données astrologiques. Donc c'est très important pour les astrologues eux-mêmes, qui sont souvent bloqués sur leur propre thème, en disant: mais essayez de vous regarder autrement. Voilà. Dans un premier temps, peut-être que la première approche suffit, parce que les gens, c'est leur approche. Et puis, au bout d'un certain temps, il ne faudrait pas qu'ils en restent là, et donc on leur permet d'aller plus loin avec d'autres outils. La réponse, souvent, quand je parle des aspects mineurs avec d'autres astrologues, ils me disent: mais moi, j'ai déjà tellement à dire avec les aspects majeurs que la dénomination mineure veut dire sans intérêt. Ben oui. Oui, les gens jouent un peu sur le mot. Joue sur le mot, mais il a conditionné le monde à ça. Et moi, je dis, effectivement, mais pour moi, c'est la porte d'entrée, les aspects mineurs. Tu vois? Et ils ont perdu cette nomination-là pour moi, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est les aspects mineurs parce qu'il y a les aspects mineurs, et puis il y a les mini-planètes. Voilà. On a l'impression qu'on est. L'astrologie est fascinée par ce qui est un petit peu limité au niveau de la taille. Par exemple, l'autre jour, j'étais à une conférence sur Cérès. Donc voilà, on fait compte, les astrologues, on est dans le mineur aussi, là, avec les planètes mineures, les petites planètes. On a les petites planètes, les petits aspects, les petites planètes. Et on pense que ça permet, certains disent, bah oui, ça permet d'étudier des choses subtiles ou difficiles à cerner. Et ça aussi, ça corrige. Alors que moi, j'estime que pour comprendre un individu, il faut commencer, le sidéral est aussi important, sinon plus, la partie cachée du iceberg est aussi importante que la partie visible. Oui. Hein?
Et je fais des consultations conjugales, c'est très significatif. Des gens viennent me voir, ils sont célibataires, et moi je leur propose de décrire la personne de leur partenaire, le partenaire qui est inscrit dans la carte du ciel. Et ce que j'explique, c'est que l'individu qui vont chercher habituellement, avec lequel ils se cassent la figure, c'est parce qu'ils s'arrêtent à l'aspect corporel. Alors que moi je dis, l'individu que vous allez rencontrer, il est visible avec l'aspect corporel, et l'aspect que vous allez vivre avec la personne, c'est l'aspect sidéral. Et alors il faut aller observer les deux si on veut qu'une relation fonctionne. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et effectivement, dans le couple, c'est un bon exemple, parce que dans le couple, on finit par toujours déboucher sur la personne telle qu'elle est. Voilà. Et le sidéral permet d'aller voir ce fameux être au fond avec lequel on va vivre quand on s'engage dans une relation conjugale. Alors ça devient extrêmement intéressant. Et je leur dis que la façon d'aller chercher la personne, c'est d'aller chercher avec le tropical, parce que c'est la façon dont la personne est visible, mais il faut savoir à quoi s'attendre quand ils vont être avec lui dans l'intimité. Et là, c'est véritablement quelque chose qui peut être complètement différent. Oui, d'ailleurs, on pourrait dire, si on joue dans ce registre, que les gens se connaissent peut-être plus par le visible pour eux-mêmes, mais ils sont perçus par le visible par les autres. C'est l'être et le paraître. Donc, effectivement, la personne est peut-être plus en face, en prise directement avec son dimension sidérale, mais ce qu'on lui renvoie à elle, c'est le tropical. Tu vois l'intérêt des deux là? Oui, bien sûr. C'est complètement génial. C'est complètement génial. Et quand on rajoute à ça les paires de planètes, c'est-à-dire que des fois on a les deux gouverneurs qui vont dans telle direction, dans telle direction, dans telle direction, on voit justement les aspects qui se forment, etc. Quand on a des planètes, quand les deux paires arrivent par progression ou par transit en opposition, il y a une espèce d'éclatement de la maison en question. Si c'est la maison des relations de couple, là c'est le couple qui va sauter, etc. Tu vois. On a deux paires de signes, mais qui correspondent vraiment à deux paires de planètes. Des paires de planètes. Parce que ce sont les maîtres des signes. Donc on va étudier dans l'espace les relations qui existent entre les deux planètes qui dominent les deux signes consécutifs. C'est toujours le consécutif. C'est ça. On est toujours dans cette superposition. Mais non, mais dans le registre que tu as choisi, c'est assez remarquable. Maintenant, bon, on pourrait faire des observations et des objections à notre niveau, mais tu as bien intégré et tu t'es bien approprié, tu as bien renouvelé d'une certaine façon l'astrologie. À la fois, tu restais quand même dans la tradition, mais tu l'as poussé plus loin, mais sans introduire d'éléments nouveaux. Non, c'est ça. Tu l'as simplement poussé à elle-même et tu n'as pas introduit un facteur qui n'était pas considéré. Voilà, c'est ça. C'est que j'en reviens toujours au logiciel d'astrologie. C'est un outil supersonique pour faire de l'astrologie précise, intelligente, extrêmement rapide. Pourquoi on n'utilisait pas les aspects mineurs avant? C'est parce que calculer des aspects de 51 degrés point 3, c'est tellement fastidieux. Il y a 22 aspects mineurs, on ne peut pas les calculer, surtout quand tu veux regarder des superpositions de transit, de machin, faire des synastrées, c'est un cauchemar à observer. L'informatique nous permet d'avoir des résultats instantanément. Oui. Enfin, si on revient à Kepler, qui s'était pas intéressé à ces aspects-là, lui, il avait une autre approche que la tienne, c'est que lui, il voulait que l'astrologie soit d'abord ça. C'est-à-dire qu'il ne voulait même plus entendre parler des signes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui, il disait, il faut élaguer. Si tu lis les bouquins qu'a écrit Kepler ou qu'on a écrit sur Kepler, et l'astrologie, dans l'ouvrage de Gérard Simon, Kepler, astronome, lui, il a introduit justement, ça a été celui qui a introduit la notion d'astro mineur en fait. Oui, je sais d'ailleurs, il y a 400 ans. Kerner repart des théories Kepler aussi. Ça fait 400 ans, pour dire la vérité. Ça fait 400 ans. Au début, c'était dans les années 1605, par là. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Mais lui, il était à la fois très critique sur l'astrologie
Et alors il a envoyé promener, bien entendu, les domiciles des planètes, même le zodiaque, etc. Et il disait la seule chose qui soit vraiment, sur laquelle l'astrologie devrait vraiment s'appuyer, ce sont les aspects. Le phénomène pleine lune, Voilà. nouvelle lune. Ça lui paraissait, parce que lui c'était un grand astronome, comme je le sais par ailleurs, et lui il pensait que l'astrologie pouvait être sauvée à partir du moment où elle se focaliserait sur les aspects. Voilà. Bon, toi tu n'as pas exactement suivi son conseil, puisque toi tu n'as pas évacué pour autant, Mais- tu as pris les aspects, mais tu n'as pas évacué les domiciles des planètes, évidemment pas, parce que tu t'en sers Non. énormément. Il ne faut pas oublier Et puis que le zodiaque non plus, il a pas évacué. moi j'aime beaucoup des gens comme Kepler, il en faut, je trouve ça extraordinaire, mais il faut aussi, quand on parle d'astrologie, se référer à des gens qui pratiquent l'astrologie. Parce qu'on ne peut pas parler d'astrologie si on ne fait pas de carte du ciel. Je veux dire, moi, une personne comme Kepler, qui est extraordinaire, il a mis des théories et on s'en sert au niveau de l'astrologie. Mais si c'est quelqu'un qui ne montre pas de carte du ciel, qui ne fait pas de... C'est-à-dire qu'en fin de compte, il en a, malheureusement, enfin, enfin, par ailleurs, il en a fait, justement. Il est connu pour, il a été vraiment un astrologue praticien. Il a fait pendant la guerre de 30 ans, dans les années 1610, il a été, il a C'est fait une généralité que je dis. Non, mais c'est pour ça que je dis, j'ai fait une petite parenthèse en disant qu'on ne peut pas dire ça de Kepler. En l'occurrence, d'ailleurs, on avait oublié que Kepler faisait de l'astrologie pour se nourrir. Ah oui. Donc il faisait des thèmes d'astrologie. Mais cela dit, il y a des théoriciens. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, lui, il faisait aussi, il était à la fois théoricien, mais il faisait une certaine astrologie, qui n'était pas la même d'ailleurs que celle qu'il a enseignée. Mais il en faisait aussi, il était obligé d'en faire parce qu'il était l'astrologue de l'empereur, Rodolphe II, et puis il était aussi l'astrologue d'un certain nombre de grands aristocrates allemands, etc. Ce que je peux dire, c'est que moi, mon vécu, c'est d'avoir des consultations astrologiques. Oui. Oui, mais en fait, tu es quand même aussi, oui, c'est vrai, mais tu es quand même quelqu'un qui a un potentiel théorique assez fort. Quand même. Ben, je reste un éternel sceptique. Oui. Et je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas mis en pratique. Mais que tu n'as, oui, mais tu as aussi besoin que ce quelque chose soit satisfaisant intellectuellement. Si tu veux. Ben, bien sûr, ouais. C'est bien la route. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit, tu peux pas mettre en pratique des choses qui n'ont pas une certaine cohérence dans la formulation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent bon, je comprends rien, mais je le mets en pratique. Ouais, Donc toi, tu proposes quand même un outil qui reste est pragmatique. séduisant déjà sur le plan Je reste intellectuel, pragmatique, ouais. qui est séduisant sur le plan intellectuel et qui marche. C'est ça. Et qui a ces deux. Je le mets en Il y a un pratique. bon design quand même. Il a un bon design, mais il marche. Il y a une cohérence. Oui. Moi, je suis architecte de formation au départ. Oui, ça se Hein, sent, oui. donc, cette notion de trouver de l'harmonie dans les choses Et oui. et dans les choses est toujours là. Oui. Mais effectivement, c'est vrai que finalement, il y avait chez Kepler cette idée. Bon, mais le problème des aspects, c'est que les aspects, ça peut se calculer évidemment, Ouais. mais comme tout à l'heure je faisais allusion à la conjonction, il y a des aspects qui sont plus faciles à percevoir immédiatement que d'autres dans le ciel, d'un point de vue astronomique. On ne va pas dire tout d'un coup, tiens, il y a un aspect 72 degrés, on peut dire, c'est plus facile de savoir qu'il y a une conjonction Soleil-Lune Voilà. que de déterminer qu'il y a 72 degrés entre Voilà. la Lune et le Soleil. Ça, Mais- il faut vraiment être très équipé pour pouvoir le dire. C'est ça. Et ce que je voulais dire pour en revenir à Kepler, c'est que moi, dans une journée, je peux monter 300 cartes du ciel Pour ta recherche. pour ma recherche. Je peux aller observer 300 cartes du ciel pour ma recherche. J'ai juste à faire ça. Tu Ouais. vois Kepler, il n'avait pas ces outils-là. Non, non, non. Donc les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui grâce au logiciel nous permettent de faire une investigation systématique. Oui. Même Michel Gauquelin, quand il faisait ses Il n'avait pas les statistiques, outils. il n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Ah, bah, c'est Je dirais la puissance. Moi, je remercierai toujours Francis Antoni qui m'a donné un jouet extraordinaire. Oui, c'est un jouet parce que faut pas oublier qu'on fait des choses par curiosité, mais par plaisir. Oui. On a du bonheur dans Oui. dans le travail qu'on fait. Donc, c'est pour ça que j'emploie le terme de jouet, Oui. mais ça permet d'avoir justement du bonheur parce qu'on est capable d'aller utiliser des échantillons importants de cartes du ciel, d'aller affiner, de mettre en pratique les résultats. On a les résultats instantanément. Kepler, il n'avait pas ces outils-là. Alors, nous parlons justement des résultats. Comment est-ce qu'on peut déterminer des résultats en astrologie? Parce que finalement, c'est à partir des... C'est le grand problème parce que c'est peut-être un des conflits que je pourrais avoir avec des gens comme Francis Antoni, même si on s'aime beaucoup, c'est que pour lui, il n'y a de résultat que statistique. Ouais. Tu vois
Alors que moi, mes résultats sont valorisés par mon travail en consultation. Au cas par cas. Au cas par cas. L'exemple que je te donnais, par exemple, du gars qui avait des talents pour écrire, quand j'ai travaillé sur les aspects de talent avec l'écriture et que je les ai vus dans la carte du gars, c'est le gars qui va valoriser mes résultats. Mais oui. C'est pas des recherches statistiques. Justement, mais c'est à la fois une bonne chose, mais c'est quand même, ça interpelle quand même un petit peu. Parce que ce gars-là, est-ce que tu lui donnes une responsabilité absolument énorme? Est-ce qu'il se connaît tellement bien? C'est lui qui fait référence en fin de compte. Mais c'est lui le premier intéressé. Ben oui, c'est peut-être le premier intéressé. Alors, mais... parce qu'il faut savoir que notre éducation judéo-chrétienne, que tu connais aussi bien que moi, nous conditionne à la vie. Nous dit par exemple, dans la vie, pour réussir, il faut travailler fort. Alors moi je dis c'est l'inverse. Dans la vie, pour réussir, il faut aller vers ce que tu aimes. Tu vas à l'école, on te dit il faut travailler fort pour réussir, il faut faire des examens, il faut faire des études. Le nombre de gens que j'ai vus en consultation qui avaient un job qu'ils n'aimaient pas, qui disaient je vais attendre la retraite pour faire ce que j'aime, ça ne marche pas. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est donc notre éducation judéo-chrétienne, elle nous pourrit le mental au lieu de nous dire développer, allez chercher vos talents, croyez à la réincarnation. L'éducation judéo-chrétienne ne croit pas à la réincarnation, ne veut rien savoir avec la réincarnation. Moi je dis, si des Mozart ou des Einstein ont existé, c'est parce qu'ils ont développé des potentiels dans des vies antérieures. Et ces potentiels-là, il faut être capable d'aller les chercher. Et c'est sur ces potentiels-là qu'on va être capable de construire notre équation. Oui, c'est un héritage, un bagage. C'est un héritage. Il y a une continuité. Il y a un inné qui est un acquis. Voilà, c'est une continuité. Et si tu veux, l'éducation judéo-chrétienne nous coupe de cette dimension-là. Et c'est pour ça que moi je suis en conflit total avec cet aspect-là. D'ailleurs, peut-être aussi avec beaucoup d'astrologues qui refusent cette notion de réincarnation. Qui pourtant, moi j'ai commencé à croire véritablement en astrologie le jour où j'ai découvert cette dimension réincarnation. Avant de découvrir la notion de réincarnation, mes connaissances se limitaient au livre de Barbeau, par exemple, qui refuse tout l'aspect spirituel et réincarnation de l'astrologie. Et moi, ma vie a commencé le jour où j'ai découvert qu'il y avait cette philosophie de réincarnation. Alors justement, est-ce que l'autre jour au téléphone, le mot rosicrucien était assez ouvert à cette idée-là, non? C'est là que je l'ai découvert. Avec Guy Dupuis. C'est là que je l'ai découvert. Alors, c'est là que j'ai découvert, c'est là que, grâce à Max Hadel, que j'ai découvert cette notion de réincarnation. Il y a d'autres aspects chez les rosicruciens qui m'ont fatigué, oui. Comme le fait qu'on ne puisse pas gagner sa vie en faisant de l'astrologie. Je suis désolé, ça ne marche pas. Et ça a foutu en l'air des gens qui avaient énormément de talent, qui étaient capables de rendre service à d'autres, mais tu ne peux pas gagner ta vie avec ça. Oui. Ils n'avaient pas le droit. Non, dans la charte des rosicruciens. Ça ne marche pas. Moi, quand j'ai commencé comme astrologue, quand je demandais aux gens, donnez ce que vous voulez, je passais 4 heures avec la personne, elle me mettait $2 sur la table. Vous êtes un bon astrologue. Mais oui, mais j'avais 4 enfants qui attendaient que je les nourrisse. Ça marche pas. Et l'argent n'est pas sale, c'est juste l'utilisation qu'on en fait qui est importante. Mais d'ailleurs, justement, Santoni, il était aussi proche des rosicruciens. C'était la même. Ils sont de la gang des rosicruciens. Oui, c'est ça, oui, mais comme Badenas aussi. Oui, surtout Badenas. C'est une équipe intéressante, tout ça. Philippe Badenas ne me supportait pas à cause du fait que je faisais payer mes consultations. Il me culpabilisait avec ça. Oui. T'es rosicrucien, t'as pas le droit de faire payer des consultations. Mais je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr, oui. Voilà. Mais, effectivement, je voulais te poser une question justement à propos de est-ce que tu penses qu'un astrologue peut utiliser des méthodes, des savoirs non astrologiques pour compléter son action? C'est obligatoire. C'est-à-dire que quand on pratique l'astrologie, on a soi-même une dimension, je dirais, spirituelle, karmique. On a une sensibilité, je dirais à un moment donné, on voit les gens, on n'a pas regardé la carte du ciel, on commence déjà à avoir les réponses. Voilà. La voyance fait partie de la vie de l'astrologue. Oui. Mais je dirais, elle ne fait pas que partie de la vie de l'astrologue. Tu prends un médecin, il a tellement de pratiques qu'à un moment donné, on est connecté. Oui, il fait tout de suite la synthèse, il voit tout de suite de quoi il s'agit, il voit tout de suite ce qui cloche. C'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a une dimension, on a des facultés, je dirais, ésotériques en général, qui sont complémentaires. Combien de fois j'ai fait des consultations, les gens me disaient, vous me dites la même chose que ce qu'un voyant m'a dit. Donc, est-ce que je l'ai pris juste dans la carte, ou est-ce qu'il y a des facultés de voyance qui sont juste à ça? On ne le saura jamais, voilà, tu vois. Mais je ne nie pas ça. Non. Je nie pas cette dimension-là. Et le milieu astrologique qui cherche uniquement à rester connecté sur le milieu scientifique et qui veut élaguer de l'astrologie tout ce qui n'est pas purement scientifique et démontrable, si tu veux, rejette une dimension importante de la qualité de l'astrologie, pour moi. Du travail de l'astrologue. Du travail de l'astrologue. Parce que moi, je crois que je distingue un peu le travail de l'astrologue et l'astrologie. L'astrologue, ça va au-delà de l'astrologie, en fait. L'astrologue, lui, va gérer la demande globale de son client. Et l'astrologie n'est qu'un des outils dont il va se servir, qui va intégrer pour faire son travail de l'ensemble. Je dois admettre que dans certains cas, la carte du ciel ne m'apporte pas de réponse. Oui. Hein, et je suis obligé d'utiliser d'autres moyens pour avoir des réponses. L'autre question qui se pose aussi, c'est la... J'en parlais d'une personne là ici, justement. C'est la... Avec Diane Houle, justement. Diane Houle, elle a l'air d'être très compétente. J'ai passé 2 heures hier avec elle. Elle est grande bibliothèque. Et elle a une formation de psychologue, mais elle disait j'ai une formation de psychologue, mais je ne travaille pas comme les psychologues. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle ne fait pas, il n'y a pas plusieurs séances, il n'y a pas un travail thérapeutique, elle ne fait pas avancer son client sur une certaine période de temps. J'ai fait aussi des études en psychologie avant de faire architecture. Je suis oublié de te le mentionner, je ne sais pas si tu le savais, mais j'ai fait, je n'ai pas complètement terminé parce que ma soeur est décédée pendant l'examen, mais une licence de psycho de la fac de Poitiers. Oui. Alors justement, je voulais savoir justement si tu... Bon. Parce que moi, ce qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est d'une part qu'il n'y a pas un suivi, l'astro ne va pas, ne fait pas. Ça dépend des clients. Moi, j'ai des clients que je suis parce que les astres évoluent, les astres changent et qui me rappellent régulièrement. J'y tiens absolument pas d'ailleurs parce qu'il se crée une dépendance après qui est à mon avis plus néfaste qu'autre chose. Mais enfin, disons que le psychologue fait plus travailler son patient, voilà. Parce qu'il le fait travailler, c'est-à-dire qu'il le fait travailler sur lui-même déjà. C'est-à-dire que le psychologue, lui, il va chercher des situations de conflit et il essaye d'apporter des réponses et il cherche dans les consultations à travailler sur la personne pour la conscientiser, pour faire travailler la personne sur elle-même, pour la faire conscientiser de ses erreurs de comportement dans plein de situations ou des situations culpabilisantes, etc. Il y a des normes. Donc c'est pour ça que le psychologue a besoin d'un certain nombre de séances. Moi, mon approche n'est pas du tout la même. Moi, mon approche, c'est les aspects de mission, les aspects de talent, et évidemment, on va regarder aussi les transits pour regarder les situations, les périodes de conflit, les périodes de haut et de bas, si tu veux, dans la vie de tous les jours. Mais pour moi, je suis tellement heureux quand une personne sort dans mon bureau et que je lui ai fait comprendre la valeur de ses talents, de ses propres talents, de son propre potentiel. Souvent, les gens sont dans des carrières. Moi, j'ai l'exemple récemment d'une personne qui travaillait dans un laboratoire de biologie pour faire des analyses d'eau, de robinet, etc., travail de biologiste, de chez Et puis, quand j'ai regardé sa carte, je dis, toi, tu es fait pour t'occuper des enfants. Eh bien, la femme, elle portait ça en elle, mais elle a fait des études de biologie. Eh bien, elle est allée travailler au Québec, dans les commissions scolaires, comme préparateur de cours pour des cours de biologie. Et puis, elle a été impliquée après les cours du soir, machin, etc. Elle est devenue tellement bien dans sa peau, tellement heureuse et tellement épanouie qu'elle a découvert sa vocation. Parce que sa vie, c'était les enfants. C'était pas d'analyser nous. Tu vois ? Donc, on peut faire des consultations psychologiques avec une personne et essayer de lui faire changer de comportement devant des situations de stress.
mais découvrir des talents et le potentiel d'une personne par rapport à une vocation, une orientation ou des missions sur Terre, comme des fois j'en parle pour certaines personnes, mais c'est extrêmement extraordinaire. Et la personne qui a découvert ça dans sa vie, elle repart du bureau et puis elle explose de joie parce qu'elle a enfin découvert. Il y a quelqu'un qui l'a compris et qui a découvert son potentiel. Je trouve ça extraordinaire. Oui, mais enfin, moi je prendrais plutôt le. Moi, j'appartiens pas à la même école de pensée que toi, pour toutes sortes de raisons, que d'ailleurs tu verras peut-être cet après-midi si tu viens. C'est que d'abord je m'intéresse beaucoup aux recherches psychologiques et je crois qu'il y a des dysfonctionnements psychiques. Des dysfonctionnements. Les gens ne fonctionnent pas bien. Il y a des stress post-traumatiques. Il y a certains types de dysfonctions, de dérèglements immunitaires, par exemple. Les gens ne savent pas se protéger, ne savent pas prévoir. Parce que ce qui est amusant, c'est effectivement amusant, c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qui tourne autour de la prévision, finalement. Pas seulement la prévision de l'espoir, mais nous sommes tous des êtres qui sont censés prévoir. Prévoir les conséquences de ce que nous faisons, de ce que nous mangeons, de ce que nous disons, etc. Donc effectivement, les gens qui vont chez l'astrologue, ce sont justement souvent des gens qui ont parfois du mal à prévoir, ou qui ont le sentiment qu'ils se sont mis dans des situations inextricables. Ils auraient peut-être pu éviter ces situations, mais ils sont dans ces situations. Et c'est un petit peu tard souvent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu des choses venir. Il n'est jamais trop tard. Oui, enfin ils auraient pu quand même éviter d'aller aussi loin. Ils n'ont pas capté certains signes. C'est quand même la fameuse crise actuelle au niveau économique. Apparemment, on n'a pas tenu compte de certains signes. Voilà. On n'a pas pris certaines précautions. Voilà. Mais on ne peut pas tellement généraliser aussi avec les clients qui viennent nous voir. Moi, les clients qui viennent me voir en disant je veux savoir ce qui va m'arriver ou comment les astres vont m'influencer, ça c'est pas ma philosophie à moi. Oui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas indépendants des astres. Les astres ne sont pas méchants. Hein. J'ai assisté à une période à la CAF justement à une conférence sur les planètes maléfiques. Moi je dis il n'y a pas de planète maléfique. Je dis moi en tant qu'architecte, j'utilise toute l'énergie des planètes pour faire un projet. Saturne c'est la structure, Uranus c'est les réseaux, Pluton c'est la régénération d'un quartier, Mars c'est l'énergie qu'il faut pour soulever les blocs, Vénus c'est l'harmonie sur le plan de l'esthétique, etc., etc., etc. Il n'y a pas de planète négative en tant que telle. Oui, les gens qui parlent de planètes maléfiques comme Saturne qui est une planète maléfique, non, Saturne n'est pas jamais une planète maléfique. Saturne, c'est le professeur qui vient de donner une claque sur les doigts si tu n'as pas fait tes devoirs, mais c'est pour notre bien. Mais justement, c'est bien ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a des facteurs qui viennent interférer avec l'astrologie. L'astrologie elle-même ne parle pas du maléfique ou du... Mais l'être humain peut avoir des dérèglements qui font que quelque part, il ne gère pas bien ce qu'il est. Mais ça, c'est pas forcément dans son thème que ça a été écrit. C'est autre chose qui vient interférer. C'est quelqu'un qui a une surdité ou qui a des problèmes de dysfonctionnement. Eh bien, tout ça, ça va affecter son fonctionnement. Mais c'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux, comme tu dis, essayer d'expliquer quand il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne, c'est pas forcément l'astrologie qui en est responsable. Non, mais il y a d'autres facteurs qui sont responsables de ce dysfonctionnement, et donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur les dysfonctionnements parallèlement à l'astrologie. Si on veut parler un peu de psychologie, aujourd'hui il y a Francine Shapiro, je ne sais pas si ce nom ça te dit quelque chose. Non, mais j'aimerais bien, j'essaie de m'apprendre. Francine Shapiro a développé, c'est une neuropsychologue américaine, qui a développé depuis déjà une quinzaine d'années des techniques qu'on appelle le MDR, c'est-à-dire c'est Eyes Movement Relocalisation, je sais pas quoi. Et ça consiste justement à observer les stress d'une personne et à faire par un balayage devant les yeux. Au départ c'était les yeux, maintenant il y a tous les sens là-dedans. Et ce qui se passe, c'est que Francine Shapiro a démontré que lors d'un traumatisme, la mémoire, les mémoires, parce qu'il y en a plusieurs, fonctionnent très très mal et n'arrivent pas à enregistrer le traumatisme. Et le traumatisme revient en boucle
et fait en sorte que la nuit, on ne dort pas, on est réveillé par les traumatismes, etc. Et le MDR de Francine Chaperot permet justement d'éliminer les traumatismes et de remettre en place